On a photographié un arc-en-ciel sur une exoplanète, mais qu'en est-il réellement? Un satellite de l'ESA a trouvé 2 groupes d'étoiles fossiles dans notre galaxie, nous permettant de remonter l'histoire de la Voie lactée. Les scientifiques ont détecté des ondes gravitationnelles mystérieuses, on a identifié une nébuleuse créée à la suite de collisions entre plusieurs étoiles, mais comment est-ce que cela est-il vraiment possible? Et enfin, on a détecté des jets de matière provenant d'une étoile à neutrons se déplacer à un pourcentage élevé de la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, tout nouveau récap de l'actualité en ce lundi 15 avril, alors pas de caméra cette fois-ci, parce que je suis au studio, mais vous en faites pas, je l'aurai dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire s'il y a des améliorations qui sont possibles de faire pour ce genre de vidéo en commentaire. D'ailleurs, sachez que j'ai ouvert mon compte ZebroLosActu sur Instagram, où là je vous publie l'actualité sous forme de posts et sous forme de reels. N'hésitez pas à aller voir ça et j'espère que ça vous plaira. Première actualité, on aurait détecté un arc-en-ciel sur une exoplanète pour la toute première fois. Le satellite KEOPS de l'Agence spatiale européenne aurait détecté des signes potentiels d'une gloire extrasolaire sur WASP-76b, une géante gazeuse, ce qui suggère des conditions atmosphériques particulières similaires à un arc-en-ciel. Bien que le satellite n'ait pas directement observé le phénomène, les données recueillies par KEOPS et d'autres missions spatiales représenteraient potentiellement la première détection d'un tel phénomène en dehors de notre système solaire. Et cette exoplanète se situe à 637 années-lumière. Et cette découverte suscite l'intérêt de prochaines observations. Elle pourrait nous fournir des informations cruciales sur la nature de cette exoplanète énigmatique, en suggérant la présence possible de nuages composés de gouttelettes d'une substance uniforme et parfaitement sphérique, mais qui reste inconnue. Cette gloire, donc cette sorte d'arc-en-ciel, est le résultat de réflexions lumineuses anisotropes, c'est-à-dire que la réflexion n'est pas la même dans toutes les directions d'éclairage. Une gloire nécessite des conditions atmosphériques spécifiques et une position d'observation précise. La détection de ce phénomène, en collaboration avec des chercheurs de l'Institut d'astrophysique et des sciences de l'espace au Portugal, ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre les atmosphères des exoplanètes et les phénomènes météorologiques extraterrestres. La confirmation de la présence d'une gloire extrasolaire sur WASP-76b nécessitera des données supplémentaires pour établir avec certitude la présence de nuages composés de ces gouttelettes parfaitement sphériques, indiquant d'ailleurs peut-être une stabilité dans son atmosphère. La mission future Ariel de l'ESA jouera un rôle crucial dans la collecte de ces preuves supplémentaires. Pareil pour James Webb qui contribuera également à la confirmation de ce phénomène. La détection de cette gloire extrasolaire permettrait donc d'en apprendre beaucoup plus sur WASP-76b. Leur étude permet donc de mieux connaître leur composition, les différents phénomènes qui peuvent avoir lieu malgré leurs conditions extrêmes en tant que planète géante gazeuse. Deuxième actualité, des étoiles fossiles issues d'anciennes galaxies ont permis de connaître l'âge de la Voie lactée. Des données précises recueillies par le satellite Gaia de l'ESA ont permis à des astronomes d'identifier 2 populations d'étoiles. Elles auraient fait partie de 2 anciennes petites galaxies fusionnées avec la Voie lactée il y a de ça 12 milliards d'années. Cette découverte est le fruit d'une combinaison de données de Gaia et du SDSS. Ces fossiles entre guillemets stellaires nous donnent un aperçu de la formation ancienne de notre galaxie et montrent la capacité de Gaia à sonder les profondeurs de la Voie lactée pour révéler son histoire archéologique. Ces anciennes populations d'étoiles, baptisées Shaki et Shiva, sont des vestiges de 2 galaxies ayant fusionné avec la Voie lactée il y a donc 12 milliards d'années, ce qui a donc contribué à sa croissance initiale. L'étude s'est basée sur les caractéristiques physiques et chimiques des étoiles, avant et après leur fusion avec notre galaxie. Avant la fusion, les étoiles conservent des caractéristiques cinétiques propres à chaque galaxie. Après la fusion, les énergies et les vitesses de rotation des étoiles dans la nouvelle galaxie conservent une mémoire et leur quantité initiale. Les données de Gaia donc ont permis de visualiser cette répartition distincte des étoiles. C'est comme ça qu'on a mis en évidence les groupes d'étoiles Shakti et Shiva qui présentent des compositions chimiques différentes, ce qui suggère donc des origines distinctes pour ces populations stellaires. Évidemment, les recherches sont actuellement encore en cours et il y a d'autres découvertes qu'on devra faire. Troisième actualité, les scientifiques ont détecté des ondes gravitationnelles très mystérieuses. Il y a quelques jours, les scientifiques des collaborations LIGO, Virgo et Kagra, qui sont des détecteurs d'ondes gravitationnelles, ont publié un signal étrange détecté le 29 mai 2023. Ils ont détecté, grâce aux ondes gravitationnelles, 2 objets compacts qui ont fusionné dans l'espace. Et ce signal était tellement faible que c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce signal perçu était 100 millions de fois plus petit qu'un atome. Mais qu'est-ce que ce signal avait de si particulier? Eh bien en fait, il provient de ce qu'on appelle une coalescence de binaires compacts, c'est-à-dire 2 objets compacts comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons qui fusionnent. On a pu mesurer la masse de ces 2 objets compacts avec des méthodes d'analyse très poussées et donc très fiables. Et il s'avère que l'un avait une masse comprise entre 1,2 et 2 masses solaires, ce qui correspondrait vraisemblablement à une étoile à neutrons. Mais le problème survient avec l'autre corps compact, qui a une masse d'environ 3,6 masses solaires. Pourquoi? Car aucun objet compact de cette masse n'a déjà été détecté. Les astrophysiciens ont même supposé l'existence d'un gap de masse
qui est un intervalle entre 3 et 5 masses solaires. Ça veut dire qu'aucun objet compact ne pourrait avoir une masse entre 3 et 5 masses solaires. Mais c'est ce qu'on a détecté. Cette sorte d'intervalle permettait de faire une distinction entre guillemets entre les étoiles à neutrons et les trous noirs stellaires. Et donc là en fait, on vient de trouver un contre-exemple. Et deux autres problèmes se posent encore. On n'a pas réussi à localiser la source. Grâce au signal détecté, on sait que la fusion a eu lieu à 650 millions d'années-lumière de la Terre. Mais impossible de dire où, car 2 des 3 détecteurs ne fonctionnaient pas. Surtout étant donné qu'on a une étoile à neutrons dans l'équation, on devrait détecter un signal électromagnétique, donc peut-être un signal lumineux, mais qu'on n'a pas du tout détecté avec nos télescopes. Cette détection remet donc en cause l'existence de cet intervalle de masse entre les étoiles à neutrons et les trous noirs stellaires. Plusieurs hypothèses sont mises en avant pour tenter d'expliquer cette découverte. On peut supposer un système très complexe faisant intervenir 3 étoiles à neutrons, dont 2 ayant fusionné pour former un trou noir. Une explication plus plausible serait une formation par retombée, où en fait le trou noir se forme après une supernova en accumulant de la matière résiduelle. C'est-à-dire qu'après l'explosion de l'étoile, le trou noir ne se forme qu'une fois qu'il aura absorbé assez de matière. Bref, pour répondre à ces questions qu'on se pose encore, il faudrait qu'on fasse plus d'observations dans ce domaine. Et justement, une nouvelle période d'observation a commencé il y a 5 jours, dans l'espoir d'observer d'autres sources et de signaux de ce type. Un télescope de l'ESA a pu observer des jets de matière se déplaçant à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, émis par des étoiles à neutrons. Une découverte qui offre une opportunité précieuse pour étudier les jets astrophysiques difficiles à observer. Ces jets sont le résultat d'énormes explosions à la surface de l'étoile à neutrons, et cette observation constitue une première dans ce domaine. L'étude des jets est compliquée en raison de la distance à laquelle se trouvent ces phénomènes, et de la difficulté à observer leurs caractéristiques de manière précise. Mais il est important de comprendre comment les jets sont lancés, accélérés, car leur étude peut apporter des réponses à des questions beaucoup plus larges. Les étoiles à neutrons, on le rappelle, sont des cadavres d'étoiles, des résidus stellaires extrêmement compacts, pouvant expulser de la matière sous forme de jets à la suite d'explosions à leur surface. Ces explosions libèrent soudainement de la matière dans l'espace et de l'énergie, ce qui impacte les jets de manière significative. Les résultats ont surpris l'équipe de recherche en révélant que les explosions à la surface des étoiles à neutrons contribuent en réalité à alimenter les jets plutôt qu'à les perturber, remettant ainsi en question les théories précédentes sur la formation de ces jets. Les observations ont permis de calculer que la matière avait été éjectée à des vitesses entre 35 et 40% de la vitesse de la lumière. Cette découverte ouvre donc une nouvelle perspective pour la compréhension des mécanismes de formation des jets astrophysiques, avec des implications potentielles pour les études au-delà des étoiles à neutrons. Les jets astrophysiques sont susceptibles d'être lancés de manière similaire, mais dans d'autres divers contextes astronomiques. Donc cette observation nous permet de mieux comprendre les jets en général. Cinquième et dernière actualité, plusieurs étoiles se sont percutées, ce qui a formé une nébuleuse. C'est un phénomène incompréhensible pour les astrophysiciens, et je te raconte tout. Remettons un peu de contexte. De manière générale, les étoiles évoluent de manière relativement isolée au sein de la Voie lactée, évitant les collisions directes avec d'autres étoiles. Cependant, des recherches récentes sur l'étoile double HD 148937, située à 3800 années-lumière d'ici, suggèrent que dans certains systèmes multiples, les collisions peuvent effectivement se produire plus fréquemment que ce que l'on pensait. Et pour rappel, une étoile double, ce sont 2 étoiles qui se tournent autour. Des recherches sur ces 2 étoiles compagnons ont permis de les dater, et l'une des 2 étoiles est beaucoup plus jeune que la seconde, avec une différence d'âge de 1,6 million d'années. Ce qui, vous le remarquerez, beaucoup pour des étoiles aussi massives. Et ça, c'est assez contradictoire puisque les scientifiques pensaient que les étoiles doubles avaient approximativement le même âge. Une autre découverte vient renforcer le mystère concernant ce système binaire d'étoiles. La nébuleuse dans laquelle sont plongées ces étoiles-là est seulement âgée de 8000 ans, ce qui est extrêmement jeune. Et des observations montrent que la nébuleuse est composée d'un grand taux d'éléments inhabituels, présents comme l'oxygène et le carbone, qui sont des éléments lourds. Il semblerait donc à première vue que la nébuleuse serait la conséquence d'une supernova, une explosion d'étoiles en fin de vie. Et on le sait parce que ces éléments lourds qui ont été détectés dans cette nébuleuse peuvent être produits durant ce genre d'événement. Et la piste a été méticuleusement suivie et elle a porté ses fruits car les astrophysiciens pensent sérieusement que ce système binaire était composé au minimum de 3 étoiles. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Cette thèse est largement partagée car on supposera que dans la triplette d'étoiles, 2 étaient relativement proches et l'autre assez éloigné. La fusion des 2 étoiles proches se serait en fait produite il y a environ 8000 ans. Ce qui expliquerait donc à la fois la différence d'âge entre les 2 étoiles observées actuellement, mais également l'âge de la nébuleuse. Mais en fait, pour faire simple, au début il y avait 3 étoiles. 2 étoiles ont fusionné et ont formé une nébuleuse. Par la suite, il restera donc 2 étoiles, dont l'une étant la plus éloignée et l'autre étant devenue une étoile magnétique. Et cette observation pourrait nous apporter une explication à un phénomène toujours mal compris: l'origine du champ magnétique des étoiles massives. Pour les étoiles relativement peu massives, on sait plutôt bien expliquer leur origine, et même recréer leur apparition en laboratoire. Mais des phénomènes plus complexes apparaissent lorsque l'étoile est plus massive. Il y avait donc une contradiction.
Les équations et tentatives d'expérience en laboratoire montraient qu'une étoile massive aurait un champ magnétique avec une très courte durée de vie par rapport à celle de l'étoile. On ne comprenait alors pas pourquoi on observait des champs magnétiques qui persistaient dans le temps. L'explication de la fusion de ces deux étoiles a permis d'apporter une réponse plus convaincante pour l'ensemble de la communauté astrophysique. Comme on le croyait, le champ magnétique décline. Mais si un événement cataclysmique comme une collision d'étoiles intervient, alors ça provoquerait l'alimentation d'étoiles, ce qui aura pour conséquence une grande hausse du champ magnétique, comme ce qu'on observait. Comme on observe de plus puissants champs magnétiques pour les étoiles massives, alors on peut supposer que des collisions d'étoiles sont plus fréquents que ce que l'on pense, ou alors que des phénomènes encore inconnus alimentent ces champs magnétiques, les empêchant de s'éteindre. Mais on aura sûrement plus de réponses lorsqu'on les observera avec le Extremely Large Telescope. Mais celui-ci, malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo d'actualité, n'hésitez pas à me dire vos recommandations en commentaire pour l'améliorer. On se retrouve la semaine prochaine à 18h30, c'était Zebrolos. Bye.